Merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Regard croisé. Ce soir, il sera question du bilan des transitions maliennes, guinéennes et même burkinabé. Pour en parler, nos invités, ils sont trois. Le premier, il est M. Hassan Magatse, il est juriste. Monsieur C, merci d'être sur ce plateau. Merci à vous pour l'invitation. Deuxième invité, M. Mamadou Ablaye Diko, il est de l'Union pour la République et la démocratie, URD. Il est précisément vice-secrétaire au niveau du secrétariat politique du parti. Monsieur Diko, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, mon cher ami Barou, pour l'invitation. Troisième invité, M. Nouh Moussar, président du parti FAD et membre, si vous voulez, du Conseil national de la transition CNT. M. Sarr, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission, le premier numéro de l'émission Regard croisé pour le compte de l'année 2023. Bonne et heureuse année à vous tous. Une semaine après leur condamnation par la justice malienne, le colonel Assimi Goïta vient d'accorder sa grâce aux 49 forces militaires ivoiriens détenus ici au Mali depuis le 10 juillet 2022. Avec cette grâce présidentielle, M. Diko, peut-on dire désormais que l'affaire dite des 49 militaires ivoiriens est désormais derrière nous? Merci beaucoup, Barou. Avant de répondre à cette question, vous l'avez dit, oui. Nous sommes en train de dérouler le premier numéro de l'année 2023. Donc je voudrais saisir l'occasion de ce nouvel an pour adresser à vos auditeurs, à vos téléspectateurs, mes vœux de bonne heureuse année. Et espérer que l'année 2023, qui succède à une année particulièrement difficile, qui est 2022, soit une année porteuse de perspectives pour chaque Malien et pour chaque Malienne. Une année difficile pour votre parti également. Une année difficile pour votre parti surtout. Sans nul doute, mais surtout c'est le pays qui traverse une zone de turbulence. Oui, c'est normal, c'est inhérent à la vie humaine, c'est inhérent à la vie politique. Oui. Je suis attristé de constater que malgré tout ce qui s'est passé, malgré la légitimité démocratique qui s'était exprimée, malgré les issues judiciaires qui ont été données à cette affaire, que des camarades continuent encore à nier l'évidence. Je les ai suivis aujourd'hui en conférence de presse. J'avoue que j'en étais malade de voir des intellectuels, des anciens ministres, des hauts responsables du pays s'inscrire dans le déni de l'évidence et de la vérité. Ça m'a attristé. Mais je vous ai dit à d'autres occasions que je reste disponible pour un débat contradictoire, courtois, fécond, qui puisse permettre à l'ensemble national malien de comprendre exactement quelle est la vérité de l'URD. Cela dit, vous avez parlé de la grâce. Je pense que le président exerce là un droit constitutionnel qui lui est reconnu. En plus de cet exercice de ce droit, il met fin à un imbroglio qui avait empoisonné les relations entre deux pays, amis et frères, la Côte d'Ivoire et le Mali. Je suis heureux qu'on ait eu ce dénouement heureux. Je suis heureux que le président Assimi fasse montre d'humanisme et qu'il ait préservé dans la gestion de cette affaire notre souveraineté. Nous avons, par son comportement, par les actes qu'il a posés, prouvé que c'est le Mali qui est maître de son horloge et qui tient rigoureusement au respect de sa souveraineté et de ses choix stratégiques. En clair, cette grâce vient boucler, si vous voulez, plier une affaire qui n'a que trop duré. Je suis de ceux qui avaient depuis fort longtemps plaidé, milité pour que cette affaire, parce qu'il n'en est pas une en réalité, qui n'est pas en rapport avec les quotidien, la dictature du quotidien auquel est soumise les populations maliennes, africaines de façon générale. Je pense que c'est très bien que les choses aient eu ce dénouement judiciaire, ensuite diplomatique et politique. In fine, nous sommes sortis de cet imbroglio-là et je suis heureux pour le pays. D'accord. Monsieur C, cette grâce quand même était un secret de polichinelle. On l'a tant annoncé, elle est arrivée. Finalement, on peut dire que c'est la fin de cette affaire. Oui, je pense que c'est la fin de l'affaire parce que pour la grâce, un secret, oui et non, parce qu'en réalité, à l'époque, il y avait plusieurs thèses qui étaient avancées. Tout le monde savait quand même qu'on allait aboutir à une grâce. C'est vrai qu'après la condamnation, bien évidemment, la seule solution qui restait était la grâce. Et je pense que ce pouvoir ad nutum qu'a le président
il l'a exercé et il l'a bien exercé dans des conditions qui ne sont pas évidentes et qui ne sont pas faciles. Mais ça met effectivement un terme à une affaire qui a trop duré, mais qui avait peut-être aussi besoin qu'il y ait une issue juridique. Parce que si on avait juste décidé, comme certains l'avaient suggéré, de les laisser partir ou d'aller sur une loi d'amnistie, ou même de les mettre en liberté provisoire en attendant, ça n'aurait pas fait le même effet. Là, on sait qu'il y a eu une condamnation, c'est des actes qui sont répréhensibles. Malgré cela, le président a décidé d'accorder une grâce. Cela va permettre de renforcer la coopération entre nos deux États. On sait par ailleurs qu'il y a eu un mémorandum qui avait été signé le 22 décembre passé. On ne sait pas encore, même aujourd'hui, quel est son contenu, mais par rapport à la paix et par rapport à l'entente de ces deux peuples frères, parce qu'il s'agit d'abord d'une opération et d'une affaire bilatérale. Oui. Bon, ça, on aura peut-être le temps de revenir là-dessus. Il y a eu beaucoup d'intervenants. Justement, on va en parler. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut être satisfait. Les Ivoiriens peuvent aussi dire merci au peuple malien, mais aussi à Faure, qui a joué un rôle important dans l'issue de cette dite affaire des 49 mercenaires. Okay. Le Mali l'a fait également. Bon, je pense qu'on peut maintenant commencer la nouvelle année sur de meilleures bases. Ok. Noussar, comment vous avez accueilli l'annonce de cette grâce présidentielle? Vous avez été dessus? Parce que nous savons que vous étiez parmi de ceux qui pensent que vraiment, effectivement, ces militaires étaient véritablement des mercenaires. Mais évidemment. Et je crois que le président Assimi Goïta a suivi ce que nous avons recommandé. Que s'est-il passé un lendemain de fête de Tabaski? Des militaires lourdement armés. Quel genre de militaires? Des forces spéciales ont débarqué à l'aéroport de Bamako à l'insu des autorités en dissimulant leur identité. Quel est ce pays sérieux dans le monde qui va accepter un déroulé pareil? Ils ont été appréhendés, ce sont des mercenaires, et le gouvernement du Mali a mis ces militaires, ces mercenaires à la disposition de la justice malienne. C'est ça. Sous d'autres cieux, les gens les auraient peut-être exécutés. Et la justice a fait son travail. Nous avons plusieurs fois, sur plusieurs plateaux de télé, demandé la clémence, la grâce du président Assimi Goïta. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous en sommes très heureux. Et c'est au nom des liens séculaires entre la Côte d'Ivoire et le Mali. C'est au nom de la fraternité, au nom de notre attachement au bon voisinage. Parce que, figurez-vous, les gens essayent de faire passer les autorités de la transition comme étant hostiles aux voisins ou s'isolant, faisant tout pour s'isoler. Ce n'est pas vrai. Le Mali a décidé de garder jalousement sa souveraineté. Le Mali a décidé de préserver son droit inaliénable à diversifier ses partenaires et à défendre les intérêts de son peuple. Donc c'est dans ça que nous sommes. Et aujourd'hui, je le dis, j'insiste, je persiste, nous sommes très heureux que le président Assimi Goïta, au nom de la fraternité, au nom des liens qui lient les deux pays, au nom du panafricanisme, au nom de son amour pour la paix et la quiétude, a décidé d'user de ce droit constitutionnel qu'est la grâce présidentielle. D'accord. Et c'est une excellente chose. Voilà. Monsieur Dicko, en portant un regard superficiel sur l'issue même de cette affaire, on a l'impression finalement que c'est la Côte d'Ivoire qui a gagné puisqu'elle a obtenu la libération de ses militaires et au bout du compte, le Mali finalement, on ne voit rien du côté du Mali. Non, ça serait une erreur fondamentale d'apprécier la chose en termes de la Côte d'Ivoire a gagné le Mali. Vous savez, il a rappelé les faits qui sont des faits ordinaires qui ont été déférés devant la justice, qui a instruit à charge et à décharge, qui enfin est arrivé à un procès, à l'issue duquel procès ils ont été condamnés. Et je pense qu'il n'y a pas de gagnant ni de perdant. Le Mali, dès l'entame, a tenu au respect absolu de son agenda. Malgré les pressions diplomatiques, malgré les attaques incessantes, nos autorités, avec un sang-froid digne des officiers militaires
ils ont tenu le cap. Ils ont été sourds aux injonctions, ils ont été sourds aux intimidations. Et in fine, le déroulé normal s'est passé, une information judiciaire est ouverte, une instruction, etc., un procès devant une cour d'assises qui a fait des condamnations. Oui, sauf que le procès a découlé des mémorandums, de la signature des mémorandums. Non, avant la signature du mémorandum, l'affaire était déjà dans les mains de la justice. Oui. Vous pouvez me dire. Mais l'accélération du processus. Ça, je ne vois pas un vice dans la procédure. Je considère que tout a été respecté et rigoureusement respecté. Je suis heureux que les choses se fassent avec une certaine célérité. Oui. C'est ce que je souhaite pour toutes les procédures. Mais je comprends les contraintes liées à un déficit de magistrats, liées à d'autres contraintes, font que certaines procédures traînent en longueur. Je suis heureux que celle-là, qui est assez particulière au regard des protagonistes, au regard des enjeux géopolitiques, géodiplomatiques qui étaient dans ce dossier, je comprends qu'il ait pris une accélération pour permettre encore une fois, in fine, de sortir de ce problème pour l'intérêt partagé de nos deux peuples. Le Mali et la Côte d'Ivoire n'ont pas intérêt à être dans une brouille permanente. On n'a pas encore à s'intéresser au contenu du mémorandum, par exemple. Je pense bien, je n'ai pas vu le mémorandum, je ne peux pas trop épiloguer là-dessus, mais j'espère que c'est un mémorandum qui prévoyait ce qui s'est passé. D'accord. Le Mali, moi je l'ai dit, sur ce même plateau, à cette même place, que je souhaite que dans la gestion de ce dossier, le Mali ne perde pas la face, que le leadership malien ne perde pas la face. Je suis heureux qu'il en soit ainsi. D'accord. Le Mali n'a pas perdu la face, comme le dit votre vis-à-vis? Non, du tout. Je pense que le Mali en sort même grandi. Que ça soit... Sauf que dans les coulisses des négociations, il nous revenait que le Mali réclamait le rapatriement de certains compatriotes maliens qui résident justement en Côte d'Ivoire. Bon, je sais qu'il y a eu, et on a tous entendu, qu'il y a eu ces propos lors d'une rencontre qui n'a finalement pas abouti à grand-chose. On sait qu'on parlait à l'époque du fils de l'ancien président Feu Ibrahim Boubacar Keïta, et on parlait d'autres personnes. Maintenant, est-ce que finalement c'est quelque chose qui a été pris en compte dans le mémorandum en demandant éventuellement leur extradition? On n'en sait rien. Oui. Ce que je dis, c'est que dans tous les cas de figure, le Mali en sort grandi parce que ce soit du point de vue des Maliens, du point de vue même des Ivoiriens et du point de vue extérieur et du monde, on sait que le Mali, non seulement via son président, a fait preuve de magnanimité, mais on sait également que le Mali, comme l'a dit récemment le ministre d'État, n'est plus sur la liste des pays intimidables. Parce que rappelez-vous que le délai qui était fixé était le 1er janvier. Et même si le Mali, dans un élan de générosité ou d'humanité, après la procédure judiciaire bien évidemment, avait fait les choses avant ce délai-là, on aurait peut-être pensé que c'est la pression de la CEDEAO, de la communauté internationale. Ça a créé un autre trouble diplomatique malgré la résolution du conflit. Donc le fait que ça se fasse en début d'année, après donc le 1er janvier, et que ça se fasse dans les règles de l'art, je pense que c'est une excellente chose pour tout le monde. Ça agrandit le Mali et ça permet de maintenir justement ces liens que ces deux pays partagent au-delà des frontières, que ce soit même au niveau des noms de famille ou au niveau des langues parlées d'un côté comme de l'autre. Noussar, est-ce qu'on doit continuer à dire que le Mali n'a pas perdu la face quand on sait que dans les coulisses des négociations, ça se disait que le Mali aurait demandé le rapatriement de certaines personnalités maliennes visées par des mandats d'arrêt? Bon, ça relève du fantasme. Ça se disait, vous avez dit... Ce message quand même a été relayé par une chaîne... aucun document officiel allant dans ce sens-là. Et moi, je pense que c'est l'amitié des deux peuples qui a gagné. Ce sont les liens de fraternité qui se renforcent. C'est bien sûr le fait pour le Mali d'affirmer à la face du monde aujourd'hui que nous sommes un pays souverain. Nous n'accédons pas aux ultimatums. Le Mali qu'on pouvait impressionner par les ultimatums, ce Mali-là est révolu. Aujourd'hui, nous sommes sur la voie de la souveraineté et la dignité retrouvée. On nous a dit de libérer avant le 1er décembre.
Aujourd'hui, c'est le 8 décembre, le 8 janvier plutôt. Donc, je crois que ça, c'était une façon de gérer qui, en réalité, ne correspondait pas aux intérêts stratégiques des deux peuples. Mais la raison a prévalu, la justice a fait son travail, le chef de l'État, le président de la transition, a fait son travail. Donc, aujourd'hui, c'est derrière nous, il faut regarder dans la même direction, continuer à faire travailler la diplomatie, continuer à discuter, parce que les extraditions auxquelles que vous évoquez là, vous savez, les mandats d'arrêt sont des instruments judiciaires, mais leur exécution pour la plupart est politique. Diplomatique. L'histoire politique et diplomatique. Oui. L'histoire nous révèle que lorsqu'il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, les mandats d'arrêt ont été émis contre Charles Blé Goudé et l'ancien ministre de la Défense de Gbagbo, mais ce n'est pas la diplomatie et les moyens politiques que le président Ouattara a pu les faire extrader. Donc, la justice a fait son travail au Mali, oui. Le politique et le diplomatique va faire son travail. La diplomatie va continuer à travailler. L'affaire est derrière nous, vous l'avez dit. Hein, le gouvernement malien a tout de même profité de son communiqué annonçant la grâce présidentielle pour tenser un peu le président en exercice de la CEDEAO, Umaru Sissoco Embalo. M. Dicko, le gouvernement a donc rappelé au président Embalo que le Mali n'est plus sur la liste des pays intimidables. Ces discours, ces propos avaient leur place dans ce communiqué? Bon, ça dépend de l'angle d'analyse. Moi, je pense que le communiqué, la quintessence du communiqué, c'est l'annonce de la grâce. C'est ce qui me paraît important. Le reste, je pense que c'est la réponse du berger à la bergère. Oui. Quand Umaru Sissoco Embalo, dans une outrance qui le caractérise ces derniers temps. Je me rappelle, au début de la transition, c'était un bon ami du Mali. Mais je crois que comme il est actuellement sous protection de la CEDEAO, je comprends qu'il soit dans des postures qui consistent à souvent oublier ce qu'il est réellement. Mais bon, ce que je disais, l'important est que nous en soyons à ce résultat qui renforce, comme l'a dit les camarades, le lien fraternel de coopération et d'amitié qui unit le peuple ivoirien et le peuple malien. Le reste, ce n'est que du discours et le mandat d'arrêt contre... C'est du fantasme, comme il l'a dit. Je pense que quand des sujets comme ça aussi sont sur la table, l'occasion est toute trouvée pour aller dans tous les sens, dans toutes les polémiques, dans tous les fantasmes qui en vérité ne correspondent à rien. Encore une fois, c'est une très bonne chose que la chose soit gérée de cette manière, qui a préservé en toutes circonstances l'image du Mali, l'image de ces autorités qui désormais sont plus que jamais déterminées à préserver dans toutes les circonstances la souveraineté du pays, le fait qu'il ait le choix, le libre choix de fixer le tempo des actions à mener, qu'il soit aussi le maître absolu de son horloge. C'est ce qui me paraît extrêmement important. C'est Oumar Sissoko, qu'a-t-il fait pour mériter cette colère du gouvernement malien? Bon, je pense que ces discours parlent pour lui. Et le Mali a été un peu plus clair, encore une fois, via le ministre d'État à la tribune des Nations Unies, en disant que dorénavant, le Mali va répondre. Si il paraît normal et logique que dans une diplomatie on soit apaisé, qu'on utilise peut-être même des mots un peu plus policés, à partir du choix de la position qui consiste à dire si vous nous attaquez, on répond. S'il y a une action, il y aura forcément une réaction. Bon, je pense que le président en exercice de la CEDEAO en a un peu pour son grade. Donc ce n'est pas méchant, ce n'est pas méchant non plus. Simplement, ce qui a été dit lors de ce communiqué, c'est qu'on estime qu'il devrait effectivement plus se consacrer aux affaires de sécurité, de bien-être des populations, et peut-être poser plutôt des ultimatums aux groupes terroristes, parce qu'on sait que la CEDEAO à un moment avait évoqué, en dépit de l'existence de l'ECOMOG, une sorte de force conjointe qui doit être mise en place pour lutter contre le terrorisme en petit, mais surtout contre les putschs en gros. Donc,
peut-être que cette force peut aider éventuellement à combattre le terrorisme, quoique même là, il faudra voir ce qu'il y a dedans. Donc il ne faut pas non plus être parano et se fermer à tous ses partenaires, mais il est clair qu'au jour d'aujourd'hui, à partir du moment où on est dans une communauté à laquelle on ne siège même plus depuis un bon moment, oui, et qu'il y a des discours qui vont dans le sens, non pas de l'apaisement, mais plutôt de la menace et de l'invective, il faut que des deux côtés, on mette un peu de, pour paraphraser notre ami Alassane Ouattara, de l'eau dans notre Nyamakuji. D'accord. Noussar, il l'a dit dans le communiqué du gouvernement, le président en exercice de la CEDEAO en a eu pour son grade. Nous sommes dans la réciprocité. C'est ça, notre doctrine nationale. Lorsque vous envoyez une flèche, on répond. C'est ça, le Mali répond. C'est ça. Le président Mbalo, depuis un certain temps, vous avez vu ces diatribes, ces différentes sorties, traitant les autorités maliennes de tous les noms et allant jusqu'à demander la création d'une force anti-coup d'État parce qu'il a une certaine hantise de ça. Je crois que le gouvernement a très bien fait de répondre, d'indiquer clairement. Les Mali qu'on intimidait là, c'est le passé. Les Mali auxquels on imposait des ultimatums, c'est fini. Ça, c'est derrière nous. Désormais, c'est trois principes. Souveraineté, liberté de choix et défense des intérêts stratégiques de notre peuple. Ça, là, c'est notre doctrine. Pour des siècles et des siècles, désormais, nous sommes un pays souverain. Et c'est sur ça que nous allons continuer à nous battre. Donc, que ce soit nos voisins, nous sommes dans le bon voisinage. Nous sommes un pays de bon voisinage, un pays d'humanisme et d'humanité. Que le monde le retienne une bonne fois pour toutes. Le Mali, c'est désormais un pays qu'on ne peut pas intimider. C'est nous qui sommes désormais les maîtres de notre destin. D'accord. Et nous allons fixer les tempos. C'est nous qui allons déterminer l'agenda du Mali en fonction des intérêts de notre pays. Ça, c'est pas palable, comme les Ivoiriens disent. Que ça soit donc au Mali, en Guinée ou au Burkina Faso, les populations ont d'une certaine mesure porté leur espoir sur ceux qui ont opéré des changements de régime dans ces différents pays. À l'ère du bilan, quel tableau peut-on dresser de ces transitions? Et au Mali, au Burkina et en Guinée, Monsieur Diko, la question. Oui, merci beaucoup. Non, en vérité, il faut analyser chaque cas à l'aune des conditions qui ont prévalu à sa survenance. Allez-y. Je voudrais parler du cas malien, c'est ce qui me concerne. Vous savez, le coup d'État, ce n'est pas venu ex nihilo, en tout cas pour ce qui concerne le Mali. C'est un élan insurrectionnel sans précédent qui a abouti à cette prise de pouvoir par l'armée. Bien sûr, ça a été une réponse à une station qui stagnait, station de non-mauvaise gouvernance, pour ne pas dire de non-gouvernance, parce que le régime Ibrahim Boubacar Keïta, il faut le confesser, était sorti de la mauvaise gouvernance de la gouvernance clanique pour aller carrément dans la non-gouvernance. Cela a duré 7 ans, malheureusement. Le peuple, comme je l'ai dit, dans un mouvement insurrectionnel sans précédent, a décidé de prendre son destin en main. En le faisant, bien entendu, c'est un nouvel espoir qu'on crée. C'est une nouvelle espérance qu'on crée en le faisant. Aujourd'hui, 2 ans après, force est de reconnaître qu'il y a des acquis, mais qu'il y a aussi des défis. Entre autres acquis, je considère cet éveil de conscience des masses populaires. Aujourd'hui, à travers les événements du 18 août et un peu avant, il s'est forgé dans notre pays un nouveau citoyen, imbu des valeurs républicaines, des valeurs de justice, des valeurs de droiture, des valeurs d'exemplarité dans la gouvernance, et mieux, un esprit extrêmement alerte qui fait qu'aujourd'hui, le dirigeant politique ne peut plus, qu'il soit militaire ou civil, ne peut plus faire ce qu'il veut. Parce que le combat, moi je suis fier et heureux que mon parti ait participé à ça dès longtemps.
Donc aujourd'hui, à l'heure du bilan, on peut dire qu'il y a des acquis importants, dont la souveraineté retrouvée, même si là aussi il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, il y a un postulat clair, une inflexion majeure dans la conduite des affaires publiques et particulièrement des affaires diplomatiques. Ça, c'est une très bonne chose. La fierté malienne est de retour. Le respect dû au peuple malien, aux autorités maliennes est de retour. Mais les défis sécuritaires, les défis liés au quotidien des Maliens, les défis liés à l'école, les défis liés à l'environnement, à beaucoup d'autres choses restent posés. C'est donc dans un esprit de rassemblement, de soutien lucide et responsable. Il ne s'agira pas de faire du béni-oui. Un soutien lucide et responsable que nous allons accompagner les autorités qui sont là pour que définitivement l'espoir créé, l'espérance nouvelle née soit une réalité. D'accord, on va revenir. Je sais si vous devez porter un regard transversal sur ces différentes transitions au Mali, en Guinée et même au Burkina Faso. Bon, je pense qu'il y a des... En termes de réponse aux attentes des populations. Il y a des similarités, il y a des points de convergence et des points de divergence. Bon, déjà, ça, ce n'est pas une révélation. Il s'agit de militaires et de coups d'État ou coups de force militaires. Mais il s'agit de coups d'État particuliers également parce que on n'est pas en face de populations qui se révoltent. On est plutôt en face de populations qui se comportent comme des peuples libérés. Et c'est là qu'il y a un paradoxe. Parce que normalement, c'est pour ça que d'ailleurs on dit que le coup d'État est un crime imprescriptible. Lorsqu'il arrive, c'est que on le fait contre le cours normal des choses et la population, son premier réflexe, c'est de se révolter parce que justement, il trouve que ce n'est pas normal. Mais lorsque vous avez une population qui vous adoube, vous avez une population qui à la limite vous demande même de rester beaucoup plus longtemps que prévu, on est dans une nouvelle manière de voir et de concevoir les choses. Donc je pense que dorénavant, la politique ne va plus jamais être exercée de la même manière dans tout cet espace. Ce n'est pas que les pays touchés. Parce que quand vous voyez que même le président de la CEDEAO justement parle de force conjointe anti-push, ce n'est pas que lui. Il y a le Niger qui n'est pas tranquille, il y a la Côte d'Ivoire qui n'est pas tranquille, il y a le Sénégal qui n'est pas complètement tranquille. Donc tous ces États essayent de faire au mieux pour que justement ce ne soit pas des scénarios qui arrivent parce que dans tous les cas aussi, un coup d'État, ça a aussi beaucoup d'inconvénients. Mais c'est un cas de force majeure, c'est-à-dire qu'on y arrive quand vraiment toutes les autres voies ont été épuisées. Et au Mali, on était arrivé à un stade où il était très difficile de faire autrement. Parce que toutes les voies, entre guillemets, de diplomatie et de négociation avaient échoué. Et on se retrouvait en face d'un pouvoir qui se campait sur ses positions et ne voulait pas lâcher. Ce rappel étant fait, est-ce que cette transition est en train de répondre aux attentes des Maliens, les attentes exprimées dès les premières heures de ce changement de régime? Ces attentes sont en partie, en tout cas en partie, il y a des choses qui ont été faites. Maintenant, il reste encore beaucoup à faire. Lorsqu'on regarde, par exemple, même le Burkina Faso, comment est arrivé ce qu'ils appellent, par exemple, le coup d'État dans le coup d'État, parce que c'est un peu le même schéma qu'au Mali. Le capitaine Ibrahim Traoré est venu parce que Damimba avait échoué un peu dans la gestion du côté sécuritaire. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des pays en guerre. Ce n'est pas des pays où on a une stabilité politique et citoyenne et civile. C'est des pays où il y a beaucoup de troubles. Et lorsque vous allez voir les vœux de nouvelle année de ces 3 présidents de transition, d'ailleurs le capitaine Ibrahim Traoré, lui, il l'a fait sur le théâtre des opérations. Sur le théâtre des opérations, à Silenzio, il me semble. En Guinée, ça a été fait dans un hélico presque. Exactement. Donc, et en Guinée, ils ont mis l'accent sur la lutte contre l'impunité. Au Mali, on a mis l'accent, c'est-à-dire, et au Burkina, excusez-moi, ils ont mis l'accent sur le renforcement de l'armée et de ses moyens. Au Mali, il y a eu deux vœux en réalité. Il y a eu un premier vœu où
c'était vraiment quelque chose de sommaire et d'assez rapide, où on a rappelé les 3 principes qui, dorénavant, dictent l'action du Mali et de son gouvernement. Oui. Mais on a eu des vœux qui ont été faits en Bambara, où les jeunes en ont eu pour eux, les femmes, les autorités traditionnelles, les autorités légitimes. Tout le monde en a eu un peu ce qu'il devait avoir. Sinon, on va vous retourner la parole tout de suite. Monsieur Sarr, votre regard sur les transitions maliennes, guinéennes et burkinabées. Bon, il est important d'analyser ces 3 transitions sur les conditions qui ont précédé leur arrivée. En Guinée, l'exaspération créée par le 3e mandat du professeur Alpha Condé et aussi les manifestations régulières du FNDC dirigées par les leaders de l'opposition ont créé cette situation en Guinée. Au Burkina, c'est la situation sécuritaire, les attaques récurrentes dans la boucle du Moumoun et au Sahel occidental ont été des facteurs qui ont généré cette situation qui, depuis la Rome antique, une armée qui est attaquée, qui est défaite, une armée, chaque fois qu'elle est vaincue, elle s'attaque à sa hiérarchie. C'est normal, c'est une logique normale. Au Mali, c'est le régime tombé était dans un processus de destruction du pays. Des centaines de milliards se sont volatilisés. On a pris de l'argent pour mettre dans l'armée. Au finish, ça s'est retrouvé dans les poches de quelques individus. On a construit des immeubles à Angré et au Sénégal, aux Almadies ou à Dakar. Bon, finalement, l'opposition politique d'alors, avec une bonne partie de la société civile, s'est mise ensemble. Et nous avons lancé un ultimatum, nous avons demandé au chef de l'État de démissionner. Pour éviter un bain de sang, les officiers patriotes de l'armée, le 18 août, sont intervenus pour éviter un bain de sang. Et donc, aujourd'hui, on est dans la transition. Maintenant, en termes de bilan, moi je dis, j'insiste, je persiste, le bilan est positif. Il y a des défis. De part et d'autre, hein? Non, que ce soit au Mali. Au Mali. Pour le cas du Mali, le bilan est positif. Avant le 18 août, on avait 20 000 hommes dans l'armée, aujourd'hui c'est 40 000 hommes. Avant le 18 août, c'était des villages décimés. Ogosago, Sobanda, Gangafani. Avant le 18 août, c'était tout le temps des attaques Sumpi, Mondoro, Boulikessi, où des djihadistes occupaient nos camps et emportaient le peu de matériel qu'on avait. Avant le 18 août, nous n'avions pas l'autonomie décisionnelle. Les décisions se prenaient ailleurs et on les parachutait. Avant le 18 août, lorsque vous voyagez et que vous présentez le passeport malien aux aéroports, on vous regardait avec l'œil de méprisant, un œil méprisant. Mais aujourd'hui, on est fiers d'être maliens. Nous, ça, s'il vous plaît. Après le 18 août, on a eu des attaques des postes de péage qui sont près de Bamako. Des actes de banditisme. On a eu des tentatives des actes de banditisme contre le camp de Kati. Je vous en prie, ce sont des actes de banditisme où on passe des sapeurs-pompiers, des protections civiles, de la protection en tir. En Turquie, il y a eu des attaques. Aux États-Unis, il y a des attaques. Ce sont des actes de banditisme. Mais aujourd'hui, prendre le contrôle d'un camp malien, passer des heures, emporter nos matériels, aujourd'hui, ça relève du miracle aujourd'hui. Et donc, le processus de construction d'une armée républicaine, une armée qui construit des capacités opérationnelles, eh bien, c'est une réalité. C'est pourquoi moi, je veux rendre hommage aux chefs militaires. Les chefs militaires, on n'a rien à leur reprocher aujourd'hui. D'accord. Les autres reproches, ce sont les défis là qu'on n'arrive pas à relever, les défis liés aux infrastructures sanitaires, les défis liés aux questions de santé, aux questions d'éducation, aux questions d'infrastructures on va aussi sanitaires, également aux questions la parole de la construction d'un vaste programme, de la conception d'un vaste programme agricole pour que les Maliens nourrissent les Maliens. La souveraineté politique sans la souveraineté économique n'est qu'un mirage. D'accord. Voilà. Monsieur Diko, est-ce que l'un des plus grands défis qui se dresse, en tout cas devant ces différentes transitions, ce n'est pas d'avancer dans le processus d'organisation des prochaines élections? Absolument. Une des réussites d'une transition, c'est que
qu'elle finisse rapidement et en beauté. Je crois que ça a été dit partout. Mais est-ce que vous avez l'impression que ces différentes transitions sont dans cette dynamique d'aller aux élections? Vous savez, c'est des transitions qui évoluent dans des situations particulières, marquées par l'insécurité généralisée, marquées par une situation géopolitique pas des moins favorables. Encore une fois, je préfère m'appesantir sur le cas malien. Allez-y. Même si j'encourage le peuple burkinabé dans sa lutte pour le respect de sa souveraineté et de sa dignité. Le coup d'État qui s'est passé en Guinée... Vous êtes un homme politique. En Guinée, par exemple, quasiment tous les leaders politiques ont été contraints à l'exil. Contrairement à... Cela ne vous gêne pas en tant que politique? Sarr, le coup d'État, je rappelle que Alpha Condé a été réélu, je crois, en 2020, en octobre 2020. Et quoi qu'on dise de son régime, Alpha Condé a jeté les bases d'une prospérité nouvelle pour la Guinée. Vous savez, en Guinée, il y avait un problème fondamental d'électricité. Le déficit capacitaire à ce niveau a été définitivement résorbé par Alpha Condé. Bien sûr, le pouvoir personnel n'est plus acceptable en ce XXIe siècle. Il s'était inscrit, c'est vrai, dans un pouvoir personnel où il tenait à rester toute sa vie au pouvoir. Ce n'est pas acceptable. Mais pour autant, je ne pense pas que ça justifiait une prise de pouvoir par la force comme ça se passe. En revanche, le coup d'État au Mali, il me paraît totalement et absolument légitime. Sinon, ma question ne vous intéresse pas sur l'exil des opposants guinéens? Non, je suis critique vis-à-vis de la gouvernance actuelle en Guinée. C'est ce que je tente à... C'est la preuve, l'exil dont vous parlez est la preuve que la gouvernance, elle n'est pas bonne là-bas. Des gens contre lesquels il n'y a absolument rien, aucun dossier. Mais intimidés, ils ont été obligés d'aller en exil. Ce n'est pas acceptable. En revanche, au Mali, comme je le disais, le coup d'État répondait à un souci, à un déclic qu'il fallait pour que le pays... Parce que le pays, comme il l'a dit, je ne parle pas de processus de destruction, je ne pense pas que l'intention de ceux qui gouvernaient le pays soit de détruire le pays. Ils ont fait ce qu'ils peuvent, mais la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Je suis convaincu que ceux qui étaient là voulaient le meilleur pour le pays. Mais ils n'ont pas pu, à un certain niveau. Ils ont échoué et il s'est installé à leur époque une gestion clanique du pouvoir qui a révolté, qui a indigné le peuple malien, d'où le regroupement du 5 juin, rassemblement des forces M5-RFP. Oui. Donc au Mali, je préfère voir le verre à moitié plein. Encore une fois, il y a eu beaucoup d'efforts en termes de renforcement des capacités de notre armée nationale, en termes de changement de posture de notre armée nationale. Elle n'est plus dans la posture défensive, elle est dans l'offensive, elle va traquer les forces du mal juste dans leur dernier retranchement et c'est une excellente chose. Mais encore une fois, les défis liés à la gouvernance, défis liés à l'amélioration du quotidien des Maliens restent entiers. À l'organisation des élections? À l'organisation des élections, je crois que des pas entiers ont été accomplis. Oui. Je constate que l'EJ est mise en place. Les choses bougent à ce niveau. Les choses bougent. Elles ne bougent pas peut-être au rythme que les uns et les autres auraient souhaité, mais il est incontestable qu'à ce niveau aussi, que les choses bougent. Ce qu'il faut pour qu'ils bougent davantage, c'est de créer les conditions des rassemblements nationaux. La transition, par essence, c'est un moment de rassemblement. C'est un moment d'unité de l'ensemble national autour des défis. La transition, je crois qu'un homme politique le disait l'autre jour, elle n'a pas vocation à avoir une opposition, elle n'appartient pas à une majorité. C'est une transition, elle est réussie quand elle est transversale, quand elle est participative, quand elle est inclusive. Oui. J'appelle de tout mon vœu, mon parti appelle de tous ses vœux pour que cette réalité soit, en ce qui concerne la transition malienne, pour le bonheur des Maliens. Les défis les défis sur ces trois transitions sont énormes. Mais il faut effectivement aussi rappeler qu'une transition, non seulement n'a pas vocation à s'éterniser, mais une transition ne peut pas non plus régler tous les problèmes auxquels doit faire face un pouvoir normalement élu. Et même un pouvoir normalement élu, en un mandat, moi je ne l'ai pas vu en tout cas dans nos États, on ne peut pas résoudre tous les problèmes. C'est-à-dire que ce n'est pas du jour au lendemain que le Mali
il n'y aura plus des personnes qui auront faim, où il n'y aura plus des personnes où il n'y aura plus des endroits où il n'y aura pas d'école, où il n'y aura plus des endroits où il n'y a pas d'hôpitaux. Mais en même temps, c'est des constantes qu'il faut prendre en compte, même pendant la transition, parce qu'il y a la population qui est là et les gens vivent. Donc si on peut faire un reproche, parce que c'est une œuvre humaine, ce n'est pas parfait, aussi bien à la transition malienne qu'à la transition guinéenne et même à la transition burkinabé, même si au Burkina, je pense que, en tout cas de ce qu'on voit, l'exemple est un peu plus frappant, il faut qu'il y ait de l'exemplarité, de la redevabilité, on l'a dit déjà plusieurs fois, au niveau de toutes les instances. On a beau dire qu'on diminue un peu les budgets et tout le reste, il faut que ça soit plus visible. Il faut que le peuple sente que l'État se prive. Si le peuple sait que l'État se prive, mais bien évidemment, le peuple peut prendre son mal en souffrance beaucoup plus facilement. Vous avez l'impression que l'État n'est pas en train de se priver de certains conforts? Je n'ai pas l'impression. Les autorités je constate que l'État, en tout cas dans sa communication, peut-être qu'il y a des choses au niveau du CNT ou de la présidence, peut-être qu'ils sont faites, on n'est pas au courant. Par exemple, au CNT, en parlant du CNT, comme il y a mon ami Noumsar qui est là. Oui. Bon, il n'est pas président du CNT, je veux bien, mais au niveau du CNT, on l'a déjà dit. Il y a des nouveaux membres qui sont là, donc forcément, ça a une incidence sur le budget qui a augmenté. Moi, j'aurais préféré qu'ils trouvent un mécanisme en interne pour que ceux qui sont là renoncent à une partie de ceux qu'ils ont et que cela serve à payer ces 26 personnes qui ont intégré. Oui. À ce moment-là, le débat ne se pose plus. Mais vous ne pouvez pas dire d'un côté, le peuple, il faut tenir. Vraiment, c'est difficile. Attacher la ceinture. J'ai vu ça dans une publication où le monsieur dit qu'on a presque plus de hanches. Et de l'autre côté, en même temps, on dit, bon, le budget a augmenté au niveau du CNT, bon, parce qu'il y a de nouvelles personnes qui sont entrées. C'est une exigence des assises, etc. C'est vrai. Mais il faut qu'on montre l'exemple par le haut. C'est comme ça que ça fonctionne et partout dans le monde. La redevabilité, c'est autre chose. On dit qu'il y a le Sincère qui a commencé à faire son travail, mais normalement, c'est le comité de suivi pour les résolutions des assises. Mais normalement, le gouvernement lui-même doit être assujetti à ce contrôle-là. Le CNT peut le faire à travers des interpellations, mais pas seulement. Il faut réellement, je pense qu'à un moment, ça existait au Niger, ça s'appelait le CAPEG, là, une cellule d'analyse des politiques et d'évaluation de l'action gouvernementale, puisse être mise en place, pas pour même le peu de temps qui reste, parce que les élections, on en parle, c'est fixé pour mars 2024, et on pense, il y a des chances que cela se fasse, mais il faut mettre en place des structures, comme par exemple ATT l'a fait avec le bureau du vérificateur général, qui vont perdurer et qui vont permettre d'être dans un environnement beaucoup plus sain et beaucoup plus contrôlé. Parce que les humains, ils sont partout pareils. Si vous voyez quelqu'un qui se permet d'avoir un certain comportement, que ce soit la corruption, que ce soit les infractions, les crimes, ou peu importe, c'est parce qu'il se dit qu'il a l'occasion de le faire sans qu'il y ait de sanctions derrière. Sinon, il va faire attention. Donc, il faut réellement qu'on rentre dans un nouveau paradigme. Et pour ça, il faut que l'État mette en place, parce que là, c'est très important, il faut me donner une minute, sans que cela devienne aussi une chasse aux sorcières. Attention. Et pourquoi je dis ça? C'est qu'il peut y avoir des affaires où il y a effectivement peut-être des éléments de dossier qui sont là, mais il faut que ces affaires, où on les tranche, où on les libère. Vous allez voir, il y a eu la lettre récemment, après il faudra vérifier si elle est réelle, de Mme Philippe Boiré. Bon, moi, c'est une lettre que j'ai lue, à la limite, j'ai eu les larmes aux yeux. Je me dis, mais c'est quand même une mère de famille, et elle demande, à la limite, elle supplie d'être jugée. Donc au nom de l'humanisme qui a prévalu à la libération des 3 soldats ivoiriens, on pouvait également... Pas forcément. Oui. Mais à partir du moment où elle est en train de supplier qu'on la juge, ou que si on ne peut pas la juger, mais qu'on la libère et qu'elle n'ira nulle part, et qu'on fixe une caution à 500 millions, mais payer même cette caution, ça revient à se reconnaître coupable. Votre minute elle est épuisée, d'accord. Je voyais Noussar sourire lorsque vous évoquiez l'augmentation du budget du CNT. Il a certainement une réponse allez-y. C'est vrai que j'ai fait un sourire quoi. Vous savez, on ne peut pas aimer une chose et son contraire. L'essentiel des forces politiques au Mali ont demandé l'ouverture des organes de transition. Ils l'ont demandé au chef de l'État lui-même.
mon frère était candidat pour devenir membre du CNT récemment. Mais comment on peut demander à ouvrir? Vous faites une révélation ici. Monsieur C. Oui, je veux le répondre. Allez-y. Donc mon frère était candidat pour être membre du CNT. Au moment où les forces politiques demandaient ça, cela a été entériné par les assises nationales, mais on savait très bien que ça allait impacter forcément. Le budget pour 121 d'une personne et le budget pour 148 personnes, c'est pas la même chose. Oui. Mais non, ça dit les questions pécuniaires. Non, je crois que c'est pas l'essentiel du débat dans notre pays. Est-ce que le CNT travaille bien? Moi, je pense qu'il faut évaluer ça. Sauf qu'on demande à la population de serrer. Est-ce que le gouvernement travaille bien? Il faut qu'on se pose cette question. Vous savez, Omar, le budget du Mali, c'est plus de 2600 milliards. L'ensemble du gouvernement, plus le CNT, plus tous les autres, la masse salariale et tout ça, revenu, tout ça là, c'est 4 milliards. 4 milliards annuels. 4 milliards annuels. 4 milliards sur 2600 milliards. Moi, je crois que c'est une goutte d'eau. Même si c'est beaucoup, hein, c'est une goutte d'eau dans un océan. Ensuite, ces histoires de budget ont été sorties pour discréditer un peu les institutions et tout ça. Ça n'a pas de sens. Moi, je vous dis, le CNT remplace, je l'ai dit ici sur votre plateau, remplace l'Assemblée nationale. Le CNT n'a recruté personne, aucun personnel. C'est le personnel de l'Assemblée nationale qui travaille. Et lorsque nous sommes arrivés, personne n'a été renvoyé. C'est le même personnel qui a été maintenu. Et ce personnel, beaucoup se trouvaient dans une situation d'injustice parce que certains empochaient leur dû. Le CNT a réglé tout ça. Et ils ont été mis dans les conditions acceptables et ils vivent encore. Il faut leur poser la question. Le budget de l'Assemblée nationale, c'était 16 milliards et quelques officiellement. Officieusement, plus de 20 milliards. D'accord. Donc, il faut que les gens sortent de ça. C'est important qu'on puisse réduire le train de vie de l'État. Mais moi, je dis, nous étions là, hein, dans l'histoire politique de ce pays au cours des 20 dernières années, nous avons suivi. Nous avons tout suivi. Personne n'a mieux réduit le budget de l'État que le pouvoir de la transition. J'insiste, je le dis, parce que aucun ministère en dehors du ministère de la Sécurité et du ministère de la Défense n'a eu 30% de son budget au cours de l'exercice budgétaire fini. Mais c'est une... Non, il y en a. L'argent a été mis dans l'armée. On a investi dans notre sécurité. L'impact est connu. Il y en a pas à gaspiller. Il y en a, hein, mais il n'y a pas à gaspiller. Parce que la transition a pris une orientation. Ce n'est plus le fonctionnement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre beaucoup d'argent dans le fonctionnement. Il faut investir dans l'armée, dans les hôpitaux. Il faut investir pour... On va vous retourner là. Vous avez parlé des élections. Oui. C'était votre question principale. Allez-y, très rapidement. Je crois que le processus s'est engagé où? Il y a une loi électorale. Il y a l'organe unique qui est un vœu de l'essentiel de la classe politique. Cet organe est en place. Qui peine à se mettre en place. Non, cet organe est en place. Il a déjà son leadership qui est là et il y a un schéma de déploiement sur l'ensemble du territoire. C'est en cours. Oui. Maintenant, pour ce qui est du retour à leur constitution, vous savez, une transition, ce n'est pas pour s'éterniser. Mais dans ce pays, lorsque nous étions à l'opposition, sous le leadership du président Soumaïla Cissé, paix à son âme, on a fait les élections ici. Une délégation de la CEDEAO dirigée par le Nigeria, le ministre des Affaires étrangères du Nigeria d'alors, nous a dit qu'il ne faut jamais faire d'élection dans ce pays sans réformer le système électoral. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et vous voulez en même temps qu'on réforme, qu'on fasse en même temps les élections? Il faut que les gens attendent un peu, ils se préparent. Il y a un chronogramme. Ce chronogramme, nous ferons tout pour que ce chronogramme soit respecté. L'élection présidentielle, là, c'est en 2024. C'est ce qui est dit. Et battons-nous ensemble pour ça. Au lieu de rester dans les histoires, vraiment, telle personne augmente là-bas, diminue, tout ça. Vraiment qu'on se mette ensemble et qu'on aille vers les élections. D'accord. Pour faire un dernier tour de table, M. Diko, si vous aviez un message particulier à adresser et au capitaine Ibrahim Traoré ou au colonel Mamadi Doumbouya. Et au colonel Assimi Goïta, si vous voulez. Évidemment. Surtout à lui. Vous semblez l'omettre là. Évidemment, non, pas du tout, au contraire. Non, je pense que le message, c'est un message d'encouragement. C'est difficile, c'est extrêmement difficile. Ils sont venus aux responsabilités publiques dans des circonstances particulièrement difficiles, caractérisées par une crise mondiale,
caractérisée par une crise géopolitique, caractérisée pour ce qui les concerne par une crise sécuritaire aiguë, le Burkina et le Mali en particulier. Donc le message, c'était un message d'encouragement. Ils sont sur la bonne voie. Le colonel Assimi Goïta est sur la bonne voie. Absolument. Le capitaine Ibrahim Traoré est sur la bonne voie. Je les encourage à persévérer, à tenir bon parce qu'il y aura de la vague, il y aura de la bourrasque. Absolument. Qui tiennent bon. Mamadi Doumbia n'est pas sur la bonne voie. Mamadou Doumbia ne me paraît pas être dans la bonne voie. C'est mon sentiment personnel, je peux me tromper. Mais pour ce qui concerne le colonel Goïta et le capitaine Traoré, je les encourage à persévérer dans la voie qui est la leur aujourd'hui. Parce que si le salut passera par là, nos deux pays ont beaucoup souffert de la mauvaise gouvernance. Ont beaucoup souffert de la crise liée à la gouvernance, mauvaise gouvernance. Donc, ils ont pris une nouvelle posture. Je les encourage, je les félicite pour les résultats déjà obtenus et je leur dis, en tout cas mon parti, encourage et félicite les deux militaires-là à la tête de nos deux pays pour des résultats encore plus éclatants pour le bonheur in fine des populations maliennes. Un message à ces 3 présidents de transition pris individuellement. Bon, je vais quand même rebondir rapidement sur ce qui est dit. Je vais faire le tour en 2 minutes. Oui. Vous savez, vous ne pouvez pas décider et vouloir aider votre pays et ne pas se prêter au jeu qui est dit jeu démocratique. Parce que c'était une candidature libre, ce n'était pas une élection. Et j'ai effectivement postulé. Et lorsque j'ai eu des échanges avec certains, mon premier réflexe a été de dire, et je l'ai dit avant aussi, et je l'ai même continué à le dire après, qu'il fallait absolument qu'ils réduisent le train, en tout cas les salaires des membres du CNT, pour même peut-être les nouveaux qui vont venir, et qu'il y en a même qui devraient peut-être songer, si moi j'étais dans ce cas-là, à renoncer peut-être même à plus que nécessaire. Bon, peut-être que c'est un discours qui ne plaît pas et qui ne passe pas, mais toujours est-il que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une critique. Il y a des pays qui sont en train de le faire. Le Burkina a commencé après nous, mais ils le font. Lorsqu'on vient pour servir son État, ce qui est justement le plus important, comme il le dit, ce n'est pas les aspects pécuniaires. Et c'est la raison pour laquelle qu'il faut renoncer à une bonne partie de ces aspects pécuniaires et à se consacrer à l'essentiel qui est le développement de ce pays-là. Ensuite, lorsque vous parlez de ces différents présidents pris individuellement, moi je pense qu'il faut qu'ils aient une sorte de consortium entre eux. Il faut que ces 3 présidents s'assiedent, discutent, essaient même de mettre en place une force commune, eux aussi, pour lutter contre ces défis sécuritaires qui sont parfois très proches et qui sont dans des zones et qui ont les mêmes modes d'action. Si on arrive aujourd'hui à avoir une armée à la fois malienne, guinéenne et burkinabé, je pense qu'on peut être encore plus efficace. Maintenant, il faudra voir techniquement comment cela peut se mettre en place. Maintenant, les aspects politiques, vous ne pouvez pas demander, je suis désolé, à un militaire d'être un parfait politicien, comme vous ne pouvez pas demander à un politique d'être un parfait militaire. Simplement, ce sont des humains. On va essayer de les accompagner du mieux qu'on peut. On va essayer d'être le plus rassembleur possible. Et effectivement, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, l'a fait lors de son discours de vœux. Il a essayé de rassembler au maximum. Donc, que ceux qui sont dans la machine de l'État continuent à œuvrer pour cela, que ceux qui n'y sont pas aussi le fassent, parce qu'il l'a dit, c'est un travail de tous les Maliens, ce n'est pas simplement ceux qui sont dans la machine. Qui est bien, et je finis sur ça. Je vois que vous êtes très très inspiré ce soir. Bon, d'accord. Allez-y, monsieur Sarr. Ce n'est pas qu'une question c'est une question de Maliens. Et c'est tout le monde. Mais simplement, ce que je dis, je le réitère. Ne demandez pas. Le président Assimi Goïta a renoncé à une partie de son budget de souveraineté. Ne demandez pas aux gens de faire un effort. Vous ne pouvez pas éviter des grèves tant que vous gardez le même niveau. Noussar, allez-y, s'il vous plaît. Un message à ces 3 présidents de transition pris individuellement, même si c'est effectivement confirmé qu'il est vraiment un candidat pour... Non, ce n'était pas pour le vexer, c'était tout simplement pour introduire... J'en suis même fier. Pour introduire une bonne chose. C'était une matière... J'en suis même fier. Maintenant, ça dit, moi je veux juste... je n'ai pas de conseil particulier à donner à ces chefs d'État. Parce que lorsqu'on est chef d'État, on dispose de plusieurs leviers pour avoir les bonnes informations. Je prie Dieu, que Dieu protège ces 3 chefs d'État
de ce que les Grecs ont appelé l'hubris. C'est-à-dire, on arrive à un moment donné où on n'a adoré que pour les laudateurs et les zélateurs. Qu'il continue sur ce cap. Le président Assimi Goïta s'est fixé un cap et le peuple malien a accepté ce cap. C'est la défense de notre souveraineté, de la liberté, c'est la défense de notre liberté de choix, c'est la défense des intérêts stratégiques de notre peuple. Dans ça, là, il y a tout. Et je veux encore appeler encore une fois au rassemblement, à l'inclusivité. Parce que l'inclusivité, là, c'est pas forcément être dans un poste. Je veux que l'ensemble des acteurs de la société civile, des partis politiques et au-delà puissent savoir que le Mali est à un tournant décisif de son histoire. Cette transition, pour moi, elle a déjà réussi. D'accord. Elle va couronner la réussite, c'est-à-dire on va tout boucler avec des élections crédibles et transparentes. D'accord. En tout cas, ce qui est important, c'est que l'on se rassemble et qu'on regarde ne serait-ce qu'une journée dans la même direction. C'est sur cette assurance que prend fin ce numéro de votre émission Regard Croisé qui recevait comme invité M. Hassan Magatse. Il est juriste. Mamadou Ablaye Diko du secrétariat politique au niveau de l'Union pour la République et la démocratie URD. M. Noussar, président du parti FAD et membre du CNT. Merci à vous de nous avoir suivis. Clin d'œil à tous nos téléspectateurs du côté de la région des Cailles. Au revoir.